Bonjour, salut Charlotte. Salut Lionel. On vient vous faire un petit débrief du Web Summit. Semaine passée, on a eu la chance d'aller à Lisbonne pour le Web Summit, qui est quand même la grand-messe. Alors, on a fait une petite couverture sur Insta. Et puis, on s'est dit avec Charlotte et avec Fanny, avec qui on a travaillé du coup un peu ce résumé, qu'on allait essayer de vous faire en quelques minutes un peu notre best-of des 3 jours, parce que c'est intense et que c'est très compliqué de le faire en stories. Et puis surtout, on se rend compte d'une chose, c'est qu'il y a tellement de conférences, je sais pas combien t'en as fait, moi j'ai dû en faire quasiment une grosse j'ai quinzaine. Pas compté, mais je pense au moins 15-20. Ouais, donc sur 3 personnes, on va dire qu'on a touché à peu près une quarantaine de conférences. Donc ça peut aller dans plein d'endroits. Et ce qui est très compliqué, en fait, c'est pas de s'intéresser à une, mais d'essayer de prendre une globalité. Ouais. Et c'est un petit peu l'idée qu'on a eue, en tout cas, et c'est ce qu'on a voulu faire. Et on en a ressorti 3 gros sujets. Ouais. Alors évidemment, ce ne sont pas les 3 sujets du Web Summit, parce qu'on ne pouvait pas tout couvrir. Mais c'est les 3 sujets qui nous ont intéressés et qu'on a essayé de couvrir. Il y en a un autour du Web 3, évidemment, parce que c'était quand même le gros sujet. Un deuxième autour des créateurs de contenu, et un troisième autour du travail de demain. Ce que je propose, je vais commencer par le plus gros sujet, puis tu vas aussi pouvoir réagir avec moi. Et clairement, on aurait pu l'appeler le Web 3 Summit et pas simplement le Web Summit. Alors, c'était intéressant quand même de voir énormément de conférences autour de ces sujets avec beaucoup de thématiques en fait dans le Web 3. Alors, ce qui était intéressant, c'est qu'ici, on n'était pas dans dans un événement dédié au Web 3 aussi. C'est-à-dire qu'il y avait des experts, mais il y avait aussi beaucoup de personnes qui étaient là dans une découverte. Ça reste encore un sujet exploratoire. Et c'est ça qui était intéressant, je trouvais. C'est que finalement, c'était compréhensible par un grand nombre. Ouais. On avait beaucoup de sujets, évidemment, autour de la blockchain, autour des cryptos, autour du NFT, autour du métaverse. Alors, clairement, là... le métaverse, c'était assez important. Ouais, on parlait énormément du métaverse, notamment autour du gaming aussi, de l'usage des NFT dans le métaverse, et des créateurs qui pouvaient y revenir. Mais moi, ce que j'en retiens un petit peu de manière un petit peu globale, c'est qu'on est au tout début. Quand je dis au tout début, c'est certes, on en entend beaucoup parler en ce moment, mais avant qu'on arrive à implanter ça vraiment de manière massive, déjà pour nos marques ou pour les utilisateurs, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore parce que je pense qu'il y a, alors là, je vais faire vraiment une analyse très rapide, mais je pense que le gros, finalement, il y a certes une évolution technologique. Il y a des sujets, on parlait de la blockchain juste avant, mais je pense que le plus important, c'est quand même l'évolution du mindset. C'est une autre manière de penser. Et qu'en fait, ça, aujourd'hui, je pense que pour les populations actuelles, c'est pas simple de passer de l'une à l'autre. Alors, les plus geeks ou les plus technophiles ou les gens les plus connectés et plus explorateurs, c'est peut-être plus simple pour eux, mais j'imagine assez mal aujourd'hui, en tout cas une partie de la population y allait facilement. Et moi, ce que je vois plutôt, c'est la même chose qui s'est passée pour finalement le web social, c'est que les plus anciens ont peut-être un petit peu plus de mal à aller sur le web social, là où aujourd'hui les plus jeunes le font de manière naturelle. Je vois un petit peu cette même logique autour de ce changement de comportement autour du web 3, autour de la propriété, qui est pour moi un des points forts en fait de ce web 3, c'est on change cette notion de propriété, à qui appartient la chose et comment je peux la distribuer. Et donc c'est quand même moi la première chose qui m'a marqué, c'est que finalement on est dans un sujet exploratoire, il se passe plein de choses, on se rend compte qu'il y a encore des problématiques d'interopérabilité un petit peu partout, et que finalement si on doit en retenir quelque chose, c'est peut-être de faire des tests et de pas avoir peur d'en faire, mais par contre de ne pas chercher un retour sur investissement, de ne pas chercher la martingale magique, de ne pas chercher à avoir la chose qui fonctionne du premier coup, mais peut-être vraiment de se dire testons parce que c'est là où on va se faire, je pense, un petit peu sa propre idée. Moi en tout cas c'est ce que vraiment j'ai pu remarquer. Je sais pas si à toi il y a des choses qui t'avaient interpellé sur ce sujet ou pas sur le Web3 dans les conférences. Non, mais c'est vrai qu'on sentait que c'était vraiment... on se l'était dit quand on débriefait ensemble le soir, c'était vraiment un balbutiement. Et on voyait bien quand des fois les speakers ils demandaient aux participants vous voyez ça à combien de temps ? Alors on avait des fois 3 ans, 5 ans, ça va jusqu'à 10 ans. Donc on se rend bien compte que oui, c'est encore le début, qu'on touche, qu'on teste, mais qu'on n'est pas du tout à se dire demain, il faut tout ce qu'on y soit et on a la bonne méthode, etc. Donc c'est vraiment encore... pour moi, la phase de découverte, et même pour nous, du coup, en tant qu'agence. Et c'est vrai que c'était intéressant. Tout le monde était unanime sur la durée. C'était personne qui disait l'année prochaine, c'est l'explosion. Non, tout le monde disait, c'est bon. Ouais. Dans 5 ans, on pourra commencer à vraiment voir quelque chose qui se développe. Et je trouve aussi ça rassurant. On n'est pas dans une exploration trop rapide, en fait, finalement, de ce sujet. On va prendre un petit peu de temps parce que derrière, je pense qu'il y a encore aussi beaucoup de choses à explorer et à comprendre. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça passionnant.
sur ce sujet parce que, en effet, il y a vraiment une autre manière de voir, de penser la propriété, de voir aussi tout le travail autour des NFT et qui peut amener aussi un travail sur les créateurs et donc les créateurs potentiellement du Web3 et qui seront-ils et comment ils vont évoluer. Et nous, c'est le deuxième sujet, en tout cas, qu'on a vu vraiment émergent, beaucoup de conférences autour des créateurs de contenu. Des créateurs, de la création de contenu, des influenceurs aussi. C'est intéressant parce que nous, c'est une différence qu'on opère à l'agence depuis un petit temps dans la terminologie et qu'on a ressenti sur le Web Summit entre la vision du créateur de contenu qui va vraiment être pour le contenu, quand l'influenceur va plutôt être presque un outil publicitaire aujourd'hui qu'on va utiliser pour de la visibilité, pour de l'audience, et un petit peu moins pour ce terme de contenu. Donc ça nous a un peu conforté nous, dans cette différence aussi qu'on essaye d'implanter dans la tête des clients. Donc ça, c'est plutôt rassurant et on voit qu'on va dans la bonne direction et que c'est vraiment quelque chose qui se déploie. Il y avait énormément de créateurs de contenu qui étaient invités, énormément de créateurs de contenu TikTok. Donc on voit que c'est aussi le réseau qui continue à monter et qui fera partie du paysage de ces prochaines années. Ce qui était intéressant aussi dans cette partie-là, c'était alors on l'avait un petit peu débriefé aussi en live sur le summit, mais que le TikTok n'est pas un réseau social finalement. C'est plutôt un réseau de divertissement. Ils vont plutôt se comparer à des Netflix, à des YouTube aussi. Mais c'est vrai que tous les créateurs s'accordaient à le dire pour dire qu'aujourd'hui, TikTok n'est pas un réseau sur lequel on va travailler de l'animation de communauté, fédérer des communautés. C'est vraiment un réseau qui est là pour la visibilité. On est là pour booster, pour être visible auprès du plus grand nombre. Et on insistait aussi sur le fait que TikTok n'est pas le seul réseau sur lequel il faut être. Il vient en complément finalement de toute une stratégie d'autres réseaux et que ça va pouvoir amener par exemple des youtubeurs à ramener des gens vers leur contenu un petit peu plus long sur YouTube, que ça peut être en complément de TikTok, ça peut être en complément de LinkedIn aussi, on l'a vu. L'influence, c'est un peu le prochain sujet sur LinkedIn, c'est un peu ça qui va monter. Je pense que tu avais assisté à une conférence avec Kasparli. Kasparli, tout à fait. Qui parlait de ça, qui était assez convaincu de ce réseau-là. Et c'est pareil, on sent que c'est quelque chose dont on commence à parler ici à l'agence. Donc, de la même façon, c'est assez rassurant de voir qu'on est dans la bonne direction. Ce que vraiment j'ai trouvé intéressant, c'est sur la partie créateur, c'est ce côté, comme tu le disais, je suis pas monoplateforme et moi j'ai retenu une phrase qui était il faut arrêter d'être plateforme-centrique et être business-centrique finalement quand on est créateur de contenu, parce que ça paraît peut-être bête encore quand on le dit, il faut être multiplateforme pour toucher un maximum d'audience, mais c'était intéressant de se rendre compte qu'en effet, il y a aussi l'intérêt des multiplateformes pour ne pas avoir une dépendance économique qu'à une seule plateforme et en fait de réussir à aller prendre finalement les revenus là où ils sont en fonction des cibles, en fonction des usages et je trouve que c'était vraiment intéressant quand il y avait justement des sujets qui étaient abordés par Kasparli où il expliquait que lui, sa plateforme, en tout cas, sa plateforme majeure, ça restait quand même du YouTube parce que c'est l'endroit où finalement il crée le plus d'engagement pour une simple et bonne raison. Il disait, c'est que en fait, on vient sur YouTube pour voir réellement des créateurs de contenu. Alors que sur TikTok, on vient pas forcément pour voir des créateurs de contenu, on vient surtout pour la plateforme. Ouais. Et donc il expliquait toute la difficulté finalement à quand on vient pas pour le créateur de contenu, c'est plus compliqué d'engager parce qu'on peut voir du contenu une fois et puis pas forcément le revoir, même si je me suis abonné à lui parce qu'on est toujours dans la page pour toi. Donc assez intéressant en tout cas de voir ça et de voir la vraie complémentarité des réseaux, mais surtout de toujours garder quand même des bases fortes avec des contenus où on va pouvoir créer du véritable engagement et où les gens vont venir pour ça. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué aussi. Ouais, et d'ailleurs sur le contenu en lui-même, là, en sortant un petit peu de la partie créateur, mais vraiment sur le contenu, il y a eu beaucoup de sujets et même de conférences ou de questions, parce qu'il y avait aussi des systèmes de table ronde et de Q&A avec des créateurs. Il y a beaucoup de questions, c'était un petit peu qu'est-ce que je raconte, comment je fais rester les gens, comment je raconte ma marque dans du contenu. Et il y a un mot qui est ressorti, alors nous on l'aime pas trop à l'agence parce qu'on le trouve hyper galvaudé, c'est le mot authenticité. Et c'est vrai que finalement quand on écoute un peu tous ces gens en parler, on se dit oui, finalement quand on a des vraies valeurs de marque, une vraie mission à défendre, c'est pas très compliqué de raconter les choses puisque on se base sur des choses un petit peu ancrées avec des bases solides et finalement le fil est hyper facile à tirer, que ce soit sur du TikTok, du Instagram, du YouTube, du LinkedIn, peu importe. Finalement, quand on ne s'invente pas une mission, des valeurs, une RSE, il y a eu beaucoup de sujets évidemment autour de la RSE, finalement, c'est très facile de parler. Et donc, quand on se pose la question, c'est peut-être qu'on a besoin de revoir le fond avant de parler de la forme. Et ça, j'ai trouvé que c'était aussi hyper important de se le rappeler. Ça va encore appuyer un discours que nous...
on a déjà, mais finalement, alors, voilà, on va essayer de trouver un autre mot qu'authentique, peut-être la sincérité, parce qu'authenticité, on n'aime pas trop. Toutes les marques veulent être authentiques. Mais finalement, quand elles le sont réellement, elles n'ont pas du tout de problème à créer du contenu et à se raconter, à raconter leur RSE et tout ce qui va avec. Ouais, complètement. Et tu parlais du coup de ce sujet autour de LinkedIn. Clairement, tu es passé rapidement dessus, mais c'était assez unanime. Ils demandaient quelle était la prochaine plateforme où finalement ils pouvaient avoir encore de la création de contenu. Alors, je ne vais pas aller jusqu'au Web3 parce que je vais revenir aussi sur les créateurs de contenu Web3. Mais finalement, de se dire LinkedIn, il y a un vrai gros potentiel et que la plateforme est en train de se construire justement pour accepter encore plus facilement les créateurs de contenu et d'avoir également des systèmes de rémunération derrière. Donc, en fait, c'était assez amusant de voir que tous ces créateurs de contenu étaient assez unanimes sur LinkedIn va vraiment être une vraie plateforme de jeu aussi dans la création de contenu et qui va vraiment être différente des autres. Donc là, j'attends de voir comment LinkedIn va tourner. Je suis curieux, mais intéressant. Et c'était intéressant aussi de comprendre que le Web3 va changer aussi les créateurs. J'étais dans une conférence qui était amusante où c'était un créateur de contenu Web2 donc, qui avait sa chaîne sur les cryptos ou je sais plus quoi sur YouTube et autres et demande à du coup un autre entrepreneur qui dit et donc comment on fait passer pour être finalement influenceur ou créateur de contenu Web2, Web3, la première réponse a été « Ah, mais vous n'y arriverez pas parce qu'en fait, vous n'êtes pas dans le même mindset et qu'en fait, vous êtes dépendant de vos plateformes pour créer quelque chose, vous êtes dépendant de vos plateformes de diffusion. » Alors qu'en fait, en Web3, déjà, on va avoir une autre manière de diffuser du contenu et surtout une autre manière de créer parce que c'est pas que du contenu comme ça, on va peut-être créer des assets qui vont être différents. Et en effet, on se rend compte un peu de l'ouverture autour du Web3 et de la création, et qui en fait ne sera pas uniquement des créateurs de contenu, dans le sens comme on l'entend aujourd'hui, peut-être d'information, mais des créateurs d'assets, peut-être plus large. Donc ça, c'était vraiment autre sujet qui était important et qui, du coup, je trouve, amène énormément de choses et de sujets. Et on commence à en voir de toute façon des créateurs, que ce soit autour des NFT ou de tout ce qu'on peut importer dans les métaverses qu'on peut avoir. Mais voilà. En tout cas, on sent qu'il y a vraiment une petite, une effervescence sur ces sujets Web3, créateurs de contenu. Et à un moment, c'est comme ça que j'ai un peu résumé. On n'est pas dans un Web2 ou Web3, on est un peu entre les deux. Alors, un peu fastoche de dire le Web 2,5, mais c'est un petit peu ça quand même. C'est un petit peu ça, on arrive à la fin d'une ère plateforme et on le sent, les plateformes aujourd'hui sociales commencent à arriver à un certain bout, la tension devient de plus en plus compliquée à avoir, il y a de plus en plus de plateformes, il y a une vraie guerre et en même temps un nouveau système qui arrive mais qui n'est pas compris encore de tous et on n'y est pas encore, mais voilà, en tout cas on sent qu'on est entre les deux et c'est vraiment le moment d'explorer sur ça. Ça, c'était vraiment deux gros sujets, vraiment métiers, en tout cas, je vais dire. Et la troisième chose qui nous a interpellés, c'était sur le travail de demain. C'était ça ? Ouais. En fait, moi, j'ai assisté à pas mal de conférences sur la génération Z, alors que ça soit dans leur usage, le contenu, comment ils le consomment et comment ils le créent, mais aussi, finalement, comment on attire cette génération, puisque, évidemment, sur un sommet qui touche le digital, on sait que c'est aussi les futurs collaborateurs de demain. Ce qui était intéressant, c'est que c'était évidemment traité par le prisme de l'avant et de l'après-Covid. C'est aussi le moment où cette génération elle est arrivée sur le marché du travail. Donc évidemment, ça change pas mal d'usages. Il y avait... ce qui en sortait, c'était que finalement, la culture d'entreprise telle qu'on l'a connue, nous, avant, elle a évidemment volé en éclats avec le Covid. Néanmoins, on voyait que c'était pas non plus... Il y a peut-être des fois quelque chose d'un petit peu fantasmé autour de la génération Z. Elle veut plus de contraintes, elle veut pas d'horaire, etc. Non. Alors, il y a évidemment une attente de flexibilité, un équilibre pro-perso qui est beaucoup plus valorisé qu'il ne l'a été à l'époque. Néanmoins, c'est encore une génération et des modes de travail où on a envie de se retrouver. La grosse différence, elle était justement, par exemple, sur les lieux de travail, c'était de dire, finalement, aujourd'hui, on veut plus des bureaux, on veut plus aller au bureau dans ce côté un peu obligatoire de pointer, de s'asseoir derrière un bureau, même de voir ses collègues, même quand on les aime bien. Mais c'était plutôt de créer un lieu de vie, de travail, d'échange, puisque finalement, comme on a plus de flexibilité, comme on fait un peu plus de télétravail, quand on y va, on veut que ce soit pour une bonne raison, retrouver ses collègues, mais aussi accéder à une technologie qu'on n'a peut-être pas à la maison, que ce soit en termes de débit, en termes de matériel, avoir un lieu sympa parce que tout le monde n'habite pas dans un 100 mètres carrés avec un jardin. Donc il y a aussi ce côté, je profite pour être dans un lieu qui est plus sympa que chez moi. Enfin, vraiment de se dire qu'il y a un vrai intérêt à se rendre, entre guillemets, au travail.
plutôt que de se dire, bah voilà, c'est le côté un peu obligatoire de la chose. Et c'était pas non plus dans le côté, on veut des locaux sympas à la Google avec un baby-foot, et c'était pas du tout ça le propos, c'est de dire vraiment, il y a besoin de repenser l'espace de travail comme un lieu de vie, en fait. Finalement, de trouver une nouvelle fonction au bureau plutôt que d'essayer de rendre tes bureaux absolument géniaux et fantastiques pour y rester le plus longtemps. Exactement. Non, mais je pense qu'en effet, c'est un vrai sujet sur la culture d'entreprise. Et en effet, à la Valdinguet, nous les premiers, pour prendre notre exemple, c'est un vrai sujet de définir aujourd'hui à quoi doivent ressembler les locaux, comment on fait pour réunir des gens. Et en effet, c'est, je pense en tout cas, un vrai sujet de demain et qui va s'amplifier. Mais c'est vrai qu'il y avait pas mal de sujets en tout cas autour de ça et pas mal de conférences autour de ça. Ouais, et le deuxième point, c'était un petit peu sur justement la culture d'entreprise, puisqu'elle a volé en éclat, comment on la recrée. Et j'en parlais tout à l'heure de toute cette démarche RSE donc qu'on a chez nos clients, mais qu'on a aussi en termes d'entreprise. On est une entreprise avant tout. Et finalement, ce qui était expliqué, c'était de dire aussi, plutôt que de penser quelque part tout là-haut pour les boîtes une politique RSE en disant voilà, nous on va choisir l'écologie et la place des femmes dans le travail, c'était de dire poser la question en fait à vos collaborateurs, de dire mais qu'est-ce qui les intéresse, dans quel sujet ils ont envie de s'impliquer. Et finalement, ils parlaient beaucoup de ce qu'ils appellent les focus group, de dire c'est plus facile de faire venir les gens pour une culture, en tout cas d'entreprise, pour une mission qu'elle se donne, en leur disant mais voilà, vous, qu'est-ce qui vous intéresse, quel sujet vous avez envie de porter. C'est pas à nous finalement de vous dire c'est quoi la bonne façon de penser. De toute façon, on ne pourra pas tous les mener. Il y a trop de combats dans la société pour être irréprochable sur tous. Donc c'est se dire on en choisit un ou deux, on les choisit avec vous, on les fait bien. Et du coup, c'était des entreprises qui disaient ça marche beaucoup mieux quand on implique les gens plutôt que de leur imposer un petit peu cette culture et ces missions qu'on pouvait se donner. Donc ça, bon, c'est pas pareil. On ne s'est pas dit ah mon Dieu quelle idée géniale, mais c'est toujours bien de se le rappeler que voilà, plus on implique les gens aujourd'hui dans une culture d'entreprise qui n'a pas été fait dans les anciennes boîtes, au mieux ça performera et ça intéressera les gens et ça leur donnera envie de travailler avec nous. Tu l'as dit, c'est pas non plus waouh quand on le dit comme ça, mais je trouve que c'est un petit peu la teinte de ce Web Summit. Pour l'avoir fait précédemment, j'en ai fait d'autres qui étaient beaucoup plus inspirants. Je l'ai trouvé très terre à terre, mais pas dans le mauvais sens du terme terre à terre. C'était réellement, on revient au basique, parce que j'ai l'impression que chaque année on dit on revient au basique, mais je trouvais que c'était des choses aussi qui parfois remettaient un petit peu de bon sens, parce que on le sait, en ce moment on court beaucoup, les visions stratégiques sont quand même parfois assez compliquées à avoir, on arrive sur 1 ou 2 années qui vont quand même être assez compliquées. Il y avait Martin Sorel qui était là et qui expliquait quand même 2023-2024 qu'elle allait être des années très très difficiles. Il y avait même des conférences sur la récession. Donc, sur le marketing en temps de récession. Donc on était dans quelque chose d'assez, pas forcément pessimiste, mais pas très très optimiste. Mais je trouve que parfois ce bon sens-là permet aussi de se retrouver sur des choses simples et pas se faire des nœuds au cerveau. Et moi, c'est ce que j'ai trouvé intéressant. Un peu décevant le premier jour parce qu'on s'attend à autre chose et puis on s'attend à aller beaucoup plus loin. Et puis finalement, quand on fait le résumé sur 3 jours, je trouve que c'est bien, ça permet de vraiment reprendre des bases et de se dire ok, on va s'appuyer là-dessus, ça a du sens en tout cas pour les 12-18 prochains mois pour continuer à construire tant sur, là on parlait de la culture d'entreprise ou du travail avec les équipes, tant sur les créateurs de contenu et le social media, et en même temps également sur des sujets exploratoires, mais sans en faire quelque chose de révolutionnaire sur les 12 prochains mois. Finalement, d'avoir quelque chose d'assez raisonnable. Et je ne sais pas si c'est le grand chapeau qu'on pourrait lui donner. Est-ce que c'était un Web Summit qui était raisonnable ? J'en sais rien. Mais en tout cas, moi, je l'ai perçu comme ça et je l'ai apprécié comme ça. Ouais, et puis je trouve que ce qui était intéressant, c'est les débriefs qu'on se faisait tous les soirs. Ça nous a permis aussi de conforter des points de vue sur des conférences des fois différentes, mais avec des sujets, avec des thèmes qui n'avaient pas l'air de se recouper, mais finalement, on avait des sujets qui se recoupaient. Des fois, on assistait aux mêmes et on n'avait pas retenu les mêmes choses aussi, parce que l'anglais, des fois, c'est un peu compliqué. C'est faux. Et qu'on ne captait pas les mêmes choses, mais j'ai trouvé que c'était en effet, enfin moi, c'était la première fois que j'y allais, c'est finalement au bout des 3 jours que je me suis dit, ok, il y a peut-être des conférences où je me suis dit, moyen, et d'autres, enfin voilà, c'est la compile vraiment de toutes ces conférences et de tous nos échanges qui ont pu, me nourrir, en tout cas, à titre perso, sur le sujet. Carrément pareil. Et un petit coup de cœur pour une conférence d'un mec du Times sur le branded content qui était, assez, bien menée, bien parlée, intéressante. Voilà, on en fera une presse, mais voilà, qui était vraiment chouette. C'est clair. Si jamais vous avez l'occasion d'y aller,
Quelques petits tips peut-être pour les gens pour se préparer, parce que c'est canon à faire, mais sachez juste une chose, c'est que si vous allez au Web Summit l'année prochaine, moi je vous invite à le faire, mais essayez de trouver des personnes pour y aller avec vous et de ne pas y aller solo, parce que c'est très grand. Et vous ne pouvez pas tout couvrir. Ouais, Et beaucoup de sujets, beaucoup de surface. Donc, ne serait-ce que d'un point de vue purement pratique, voilà, nous, on a pu se gérer entre les pavillons, les sujets aussi qui nous intéressaient, puis par rapport à nos métiers. Ça nous a permis, on n'a peut-être pas tout couvert, mais on a couvert en tout cas ce qu'on voulait couvrir. Donc ça, c'est vraiment l'orga de base, je pense, ne pas y aller tout seul. Ouais, et vous préparez, vraiment regarder les thématiques et ne pas regarder que les titres des conférences, de bien regarder qui intervient, dans quelle thématique ça se trouve, parce que il y en a vraiment beaucoup, ça s'enchaîne très très vite, et ne pas être trop optimiste sur les timings, parce que comme j'ai dit, c'est très grand, et parfois passer d'une conf à une autre, passer une bonne dizaine de minutes, alors quand vous avez que 20 minutes de conf, parce que c'est très très court. Mais ponctuel. Oui, c'est très ponctuel par contre. Non, mais ça, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment un conseil. Mais par contre, moi je conseille à plein de gens de le faire parce que c'est vraiment un moment un peu hors du temps, et qui, même si je le trouvais moins inspirant, il est quand même inspirant parce qu'il permet aussi de sortir un petit peu la tête de l'eau et du quotidien et de prendre un petit peu de hauteur sur nos métiers. Tout à fait. Merci Charlotte. Merci Lionel. Surtout, n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions sur ce que l'on vient de dire, si vous voulez aller plus loin sur ce que l'on vient de dire, eh ben, vous n'hésitez pas à nous interpeller. On se fera un plaisir de revenir sur ces sujets et d'aller beaucoup plus loin. Allez, merci. Merci.